On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un nouveau service qui est disponible dans la région pour la résolution de conflits. On parle de médiation et de conciliation, notamment dans le monde de la famille. Mais d'abord, parlons d'élections, de campagne électorale, parce qu'il y a différentes règles à suivre d'ici le 3 novembre prochain. Et on reçoit à l'instant le greffier et aussi directeur de l'élection, Maître François Lapointe. Dimanche, le 3 novembre 2013, ce sont les élections municipales un peu partout au Québec et surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu où il y a un nombre record de candidats. Je ne sais pas si ça crée des maux de tête à l'équipe de la direction électorale. On va le savoir à l'instant puisqu'on reçoit le directeur des élections, Maître François Lapointe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Leto. C'est du jamais vu. Non, jamais vu autant de candidats, autant de partis pour une élection, autant avant la fusion que depuis la fusion. Le plus qu'on a eu, c'était en 2009, puis ça s'est arrêté là. Et déjà qu'en 2009, on trouvait qu'il y avait beaucoup de candidats. Oui, en 2009, on avait 50 candidats en tout et partout, ce qu'on trouvait une grosse élection. Là, cette année, on s'attend à avoir à peu près entre 80 et 90 candidats, autant au niveau de la mairie que dans les conseillers. Donc, ça va être encore une plus grosse élection. C'est beaucoup de travail pour nous. Bon, et même quand on fait une rapide comparaison avec d'autres villes au Québec, il n'y a pas non plus cet engouement qu'on retrouve ici. Est-ce que ça complique la façon de gérer, de diriger une élection? En quoi ça change vos opérations? En tant que tel, l'élection, c'est quand même... La préparation d'une élection, c'est un travail qui est quand même assez planifié. Nous, on travaille à l'élection depuis l'automne dernier, je vous dirais. On a commencé à travailler ça vers le mois d'octobre-novembre. Il y a le devis de soumission à préparer, ce qu'on a fait en 2009 pour obtenir des contrôles de gestion des listes électorales puis tout ça. Et puis, en janvier, tout ce qu'on peut faire d'avance, on le fait d'avance. Les locaux d'élection, les écoles, puis tout ça, on réserve ça habituellement là, en janvier. On s'affaire à trouver tous les locaux qu'on a de besoin. Tout ce qu'on peut faire d'avance, on le fait d'avance. Là, ce qui reste à faire en septembre, octobre, c'est vraiment la finalité. Mais le nombre de candidats en tant que tel pour l'équipe du président d'élection, ce que ça accapare de plus, c'est de rencontrer chacun de ces candidats-là. Parce que chacun doit nous rencontrer de façon individuelle pour déposer leur déclaration de candidature. Okay. Et puis ça, on calcule à peu près 10 à 15 minutes qu'on doit consacrer pour chacun de ces candidats-là. Donc là, vous en avez à peu près, disons, une 30-40 de plus qu'en 2009. À peu près. Donc, on peut multiplier ça. Donc, ça accapare davantage votre équipe. Voyez-vous, la période de mise en candidature est du 20 septembre au 4 octobre. Donc, à l'intérieur de ces, à peu près ces 11 jours-là, on doit rencontrer à peu près 80-90 candidats. Puis vous êtes combien dans l'équipe? Dans l'équipe, tout le service du greffe au complet là, travaille là-dessus. Donc, on a à peu près 10-12 personnes là, qui travaillent spécifiquement sur les élections. OK. Donc, vous allez devoir faire un petit blitz là, entre maintenant jusqu'au 4 octobre pour rencontrer tous ces candidats. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le greffe continue. Il y a toujours le quotidien du service du greffe qui continue à avoir des différentes fonctions à accomplir. Ouais. Parce que là, vous avez quand même un dernier conseil officiel le 30. Le 30 septembre. L'autre va suivre le 18 novembre. Par la suite, ça s'en va au 18 novembre. Mais entre les deux, il y a quand même du boulot à accomplir. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail. La préparation du vote par anticipation, la préparation du vote itinérant, la préparation du jour du scrutin. C'est beaucoup de travail qu'on doit faire en très peu de temps. Il y a combien d'électeurs inscrits cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu? Notre liste électorale n'est pas encore déposée. La liste, elle va être déposée officiellement le 4 octobre, mais on s'attend à avoir à peu près 72 000 électeurs. Est-ce que c'est un peu plus qu'en 2009? Oui, en 2009, on avait 70 000 électeurs. Donc, c'est à peu près 2 000 électeurs de plus. Là, ça représente vraiment l'augmentation de la population. Là. On le sait qu'au cours des 20-30 dernières années, malheureusement, le taux de participation était en régression. Je me rappelle, lorsque Saint-Jean était une ville unique, ou du côté d'Iberville, vous y étiez, à Saint-Jean, on avait des taux de participation qui avoisinaient les 65-70 dans les années 80-90. Et de 4 ans à 4 ans, ça a diminué, si bien que en 2009, on a eu un taux de participation... à peu près 40. D'à peine 40 40-45 ce qui est quand même très peu. Là, cette année, il y a plus de candidats, donc j'ose croire qu'il y aura plus d'engouement. Les équipes aussi vont faire sortir leur vote. C'est ce qu'on croit aussi. Le taux de participation devrait être plus élevé, étant donné le nombre élevé de candidats qui sont annoncés. Donc,
Période de mise en candidature jusqu'au vendredi 4 octobre à 16h30. 16h30. Qu'est-ce que ça prend pour être candidat cette année? Bon, pour être candidat, l'élément essentiel, c'est d'être un électeur de la municipalité et être domicilié sur le territoire de la municipalité depuis au moins 1 an au 1er septembre 2013. Donc, il faut que la personne soit domiciliée sur le territoire de la municipalité depuis au moins le 1er septembre 2012, puis être inscrit sur la liste électorale. Donc, c'est pas tout que d'être propriétaire d'un immeuble, c'est aussi d'être un citoyen habitant de la ville, c'est ça? C'est une personne domiciliée. Ce n'est pas nécessaire d'être propriétaire d'un immeuble. Un locataire pourrait être candidat à une élection. Mais un propriétaire d'immeuble, lui, devrait obligatoirement l'habiter, sinon il ne serait pas éligible. Il faut que la personne soit domiciliée ou qu'elle demeure de façon continue sur le territoire de la municipalité. Bon. Quel est le minimum de signatures requises là, sur le... Pour le poste de conseiller, la loi exige 25 signatures d'appui d'électeurs de la municipalité. Donc, puis c'est de n'importe quel district. Donc, un conseiller du district 1 pourrait avoir des appuis d'électeurs du district 2. Ça en prend 25. Ça en prend 25. À la mairie? À la mairie, c'est 100 électeurs. 500? 100. 100 100 électeurs OK, de la 100. municipalité. Ouais, c'est Donc, ça. ça prend 100 électeurs pour celui qui veut se présenter au poste À la mairie, de maire. c'est ça. Est-ce qu'il y a un dépôt comme il y en avait Non, autrefois? il n'y a plus de Ça dépôt. n'existe plus. Non, depuis 1988, il n'y a plus de dépôts qui sont exigés là, pour... Donc, ça ne prend que le bulletin de candidature Ouais, avec exactement. les signatures. Les signatures d'appui, valides. puis il y a certaines informations qu'on doit obtenir. Bon. L'autre question maintenant, c'est eu égard aux dépenses qui sont autorisées. Donc là, je sais qu'il y a des équipes, il y a des candidats indépendants aussi à la mairie, il y en a 2, peut-être 3, et dans les quartiers aussi, là, il y a des membres d'équipe et tout ça. Donc, comment se passe la répartition des dépenses électorales auxquelles les gens ont droit? Bon, les dépenses électorales, c'est qu'un candidat au poste de maire a droit à une dépense électorale qui totalise, pour les 20 000 premiers électeurs, il a droit à 31 cents de l'électeur. Donc, ça fait combien, ça, à peu près, au Ouf, total? là, je n'ai pas le total, je n'ai pas calculé le total. Là, Mais plus, ça peut relève représenter plus du combien un trésorier. candidat à la mairie? Dans le fond, il peut dépenser combien dans sa Moi, je ne campagne? pourrais pas vous dire. Ça relève beaucoup plus là, du trésorier que du greffe. Parce que les dépenses électorales, c'est le volet du trésorier. C'est le trésorier qui s'occupe de ce volet. Parce que si je me rappelle bien, en 2009, un candidat à la mairie, plus ses 12 candidats, au total, ça faisait à peu près quoi? 100 000, je pense qu'on pouvait dépenser, ou ça avoisinait là-dedans? Peut-être pas tant que ça. Autant pour au total, un parti au complet. les 13, là, ouais. Ça peut jouer dans ces alentours-là, parce que c'est 31 cents de l'électeur pour le poste de maire. Pour les 20 000 premiers électeurs, pas 31, excusez, c'est 51 cents de l'électeur. Puis un montant supplémentaire pour les suivants. Pour les suivants. Puis en ce qui concerne le poste de conseiller, c'est 51 cents de l'électeur pour peu importe le nombre d'électeurs. Bon. Dites-moi maintenant, comment fonctionne le remboursement des dépenses électorales? Est-ce que la règle du 15 s'applique? Ça s'applique. Il faut qu'un candidat ait obtenu au moins 15 du nombre de votes pour avoir le droit d'être remboursé. Ou, à tout le moins, le candidat qui gagne, lui, a le droit à son remboursement. Mais les autres, il faut qu'il obtienne au moins 15 du taux de participation. Donc, le candidat gagnant. Et quand on dit remboursement, c'est en partie ou en totalité? C'est en partie. Le remboursement a lieu sur l'emprunt que le candidat a fait. Parce qu'un candidat peut faire un emprunt. Un parti peut faire un emprunt également. Okay. Donc, la règle, c'est pas 50 des dépenses. Non, c'est pas 50 C'est pas ça du tout. Non. Mais ça peut représenter combien à ce moment-là pour un candidat? Je ne pourrais pas vous dire ça. C'est plus le domaine du trésorier. C'est le trésorier qui s'occupe de ce volet-là. Mais les candidats peuvent, dans le fond, voir une partie de leurs dépenses être remboursées. C'est ça. Mais moyennant le fameux 15 Oui, il faut obtenir au moins 15 de tout. Donc, dans certains cas, vous pourriez même avoir une demande de recomptage judiciaire pour être sûr d'avoir le 15 D'avoir le 15 parce que c'est ça peut possible. représenter des sommes quand même C'est possible. assez, Au nombre de candidats qu'on s'attend à avoir cette année, il est fort possible qu'on ait des demandes de recomptage judiciaire. Avez-vous besoin de personnel électoral? J'ai vu qu'il y avait comme des offres d'emploi, principalement pour le jour du vote. Vous avez besoin de combien de personnes pour cette journée-là? Pour le jour du vote, on a tout et partout, autant pour le jour du vote par anticipation, le jour du scrutin et le vote itinérant, on a besoin de 500 personnes là, pour travailler aux élections. Est-ce que vous les avez tous trouvés? On est en période de recrutement, donc les personnes intéressées sont toujours invitées à s'adresser à l'hôtel de ville, venir au bureau du président d'élection, et puis ils complètent un formulaire qu'ils nous remettent, puis à ce moment-là, on les engage là, comme personnel électoral. Bon, et c'est quoi? Évidemment, ils sont payés pour cette journée-là? Oui, ils sont payés, ils ont une rémunération. Il y a différents postes. Il y a le poste de scrutateur, le poste de secrétaire au bureau de vote. Il y a des préposés à l'accueil, des membres de la table de vérification de l'identité des électeurs.
des préposés à la circulation. J'ai des responsables de salle, des adjoints responsables de salle. Et ça, dans le fond, les 500 personnes dont vous nous parlez, ça n'a aucun lien avec les scrutateurs que fournissent les organisations électorales? Non, nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'a pas l'obligation de s'adresser aux partis pour obtenir la personne électorale. Ça s'adresse seulement aux municipalités de 100 000 habitants et plus. Donc, pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le personnel électoral ne relève que du président d'élection. Bon. Est-ce qu'il y aura une révision de la liste électorale? Quelqu'un qui dit « Oups, je ne suis pas inscrit », comment ça fonctionne? Bon, les gens vont recevoir dans la semaine du 7 octobre, toutes les personnes, chaque adresse va recevoir une lettre du président d'élection. Sur cette lettre-là, ça va être indiqué le nom de chacun des électeurs qui sont inscrits pour cette adresse-là. Donc, si un électeur se rend compte qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale ou qu'il y a des modifications à apporter, des corrections à apporter, ils peuvent s'adresser à une commission de révision. La commission de révision, elle va siéger du 11 au 17 octobre, à différents endroits. Il y en a au secteur Iberville, secteur Saint-Jean, secteur Saint-Luc. Donc, les gens pourront se présenter à n'importe laquelle de ces commissions de révision-là pour faire apporter des demandes de correction ou d'inscription pour les gens qui ne seront pas inscrits à la liste électorale. Bon. Donc, et après ça, bon, vous avez parlé tantôt du vote par anticipation qui, lui, se tient le dimanche 27 octobre. À différents endroits dans la ville? Oui, on a des votes par anticipation dans 5 endroits différents. Étant donné le taux de participation du vote par anticipation qu'on a connu en 2009, on a décidé d'établir des endroits de votation à plus d'endroits. Habituellement, les années passées, on établissait 2 bureaux de vote pour chaque district. On a ajouté un bureau de vote. En 2009, c'était quoi? Pas loin de 1000 votes à peu près? Presque 10 du vote, hein? Plus que 1000 votes. Plus que 1000 on avait eu entre 1000 et 1500 votes, je me souviens bien. Et vous avez parlé tantôt du vote itinérant. Le vote itinérant, ça s'adresse aux centres d'accueil, aux personnes, ça s'adresse aux personnes qui sont hébergées dans des centres d'hébergement, autant dans le privé que dans le public, et puis qui sont incapables de se déplacer pour le bureau de vote. Donc, ils doivent faire une demande écrite au président d'élection pour pouvoir voter au vote itinérant. Et puis, nous, on se rend dans les chambres directement dans les chambres. Dans les grands centres, on établit également un bureau de votation. Donc, tous les résidents de ces grands centres-là pourront, la journée du vote itinérant, exercer leur droit de vote. Pour ce qui est du vote en tant que tel, le bulletin de vote, on est revenu au mode papier? Au mode papier, oui. Parce qu'on a eu le mode électronique pendant un certain temps ici à Saint-Jean. Oui, jusqu'en 2005, on avait le vote électronique. Qui marchait bien? Nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'a aucun problème. On n'a aucun problème. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on a eu du succès sur toute la ligne au niveau du vote électronique. Seulement, les mauvaises expériences de certaines municipalités ont fait en sorte que le gouvernement a mis un frein à ça. Donc, il y a un moratoire qui a été Donc, on est revenu au mode papier. Donc, on est au mode papier, donc 2 bulletins de vote, un bulletin pour le poste de maire, puis un bulletin pour le poste de conseiller. Et là, est-ce que vous avez assez de papier pour mettre tous les noms? Là? Ça prend beaucoup de papier. Ça va faire un gros bulletin de vote? Oui. Et après ça, bien sûr, possibilité de recomptage judiciaire, sinon assermentation. C'est ça. Et ça sera le nouveau conseil. C'est en plein ça, oui. Donc, le conseil municipal siégera à partir du mois de novembre. Bon, vous avez un site Internet, d'ailleurs, qui est affiché au bas de l'écran, qui est www.monvotemaville.ca. Oui. Donc, tous les renseignements relatifs à l'élection s'y trouvent pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact. François Lapointe, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance. Merci bien. Bonnes vacances, mais plus tard. Plus tard. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de résolution de conflits. Il y a du nouveau dans le monde de la résolution de conflits, service offert sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités pour vous en parler. D'abord, Jacques Lalande, qui est médiateur accrédité. Bonsoir à vous. Bonsoir, plaisir. De même que Maître Jocelyne Robichaud, qui est avocate et médiatrice familiale. Bonsoir. Bonsoir. Et Anna Fortin, qui est médiatrice et conciliatrice familiale. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai envie de vous poser la première question qui me vient en tête parce que Mme Robichaud est médiatrice. Vous êtes conciliatrice. Quelle est la différence entre la médiation familiale ou la conciliation familiale? Bien, la médiation familiale, depuis plusieurs années, c'est
réglementé, encadré par le ministère de la Justice et de la Famille, et ça concerne strictement le divorce. Mais nous, on est là, enfin nous trois, nous quatre, nous cinq, deux collègues qui ne sont pas venus là. Alors, on peut intervenir dans d'autres situations plus ou moins conflictuelles que le divorce. Pas seulement ça. Okay. Donc, c'est ça un peu la différence entre vos deux rôles, Mme Robichaud? Oui, absolument. La conciliation, finalement, c'est un ajout de service parce qu'on sait que lorsque des personnes se séparent, ils vivent un conflit majeur. Et à l'intérieur de ce conflit majeur-là, ils ont besoin d'aide et de support pour venir les aider à dénouer le problème qui se présente au sein de la famille. Je vous donne un exemple très concret. Il y a un enfant, par exemple, qui vit très mal la séparation de ses parents et cet enfant-là est désorganisé. Et c'est le rôle de la conciliatrice, elle pourra vous en parler davantage, là, mais c'est vraiment le rôle de la conciliatrice, c'est d'offrir un support à la famille pour dire comment est-ce qu'on va aider cet enfant-là qui est désorganisé, qui ne fonctionne plus à l'école, etc. Alors que la médiation va toucher plus le volet, moi, je pars avec la télé, toi, tu pars avec le divan, et ainsi de suite. Oui, vous avez... Oui, non, mais c'est un peu imagé, là, mais... C'est la caricature, mais c'est ça. Hein? Oui. Ça. Alors que la conciliation, Mme Fortin, donc... La conciliation, elle va un peu plus loin. La médiation permet de trouver des solutions face à un conflit, mais la conciliation permet d'installer, consteller les solutions. Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un changement, on a beau avoir déterminé les solutions, il y a toujours des résistances. Face au changement. Et ces résistances, avec le coaching que j'offre, ce volet de conciliation, on peut adoucir et réduire les résistances. Et à ce moment-là, on peut permettre aussi en même temps d'installer puis maintenir avec un coaching qu'on appelle aussi la conciliation pour que ces solutions deviennent quelque chose qui s'installe puis qui reste de façon durable, que la personne évolue, soit dans son système familial, ou dans la situation où Mme Robichaud parlait d'un enfant qui définitivement était le porteur du malaise au sein de la famille. Alors, à ce moment-là, on peut aller comme regarder un peu plus pointu pour savoir les enjeux, connaître mieux les enjeux, puis essayer de trouver, à un moment donné, vraiment les solutions qui vont permettre. Est-ce que les gens sont maintenant, disons, pas non pour acquis, mais disons qu'en 2013, est-ce que les gens sont plus ouverts à faire une demande de médiation quand il y a conflits familiaux, mais conflits de tout ordre? Là. Oui, c'est conflit de tout ordre. J'allais ajouter justement que Jocelyne ici est accréditée pour faire de la médiation familiale selon toutes les règles du Québec. Moi, je ne fais pas de ça, je ne suis pas accrédité pour ça, mais je suis accrédité pour faire de la médiation civile, de la médiation commerciale, de la médiation sociale, de la conciliation organisationnelle. Alors ça, je sais faire. Et nos deux collègues qui sont occupés actuellement, alors ont aussi de l'expérience dans la médiation entre des entreprises et les employeurs et les employés, entre des successions d'entreprises et tout ça. Ouais. Alors, on intervient dans tous ces domaines. Et là-dessus, on est un peu appuyé, si je peux dire, sur le projet de loi 28 qui préconise, qui n'est pas voté encore, mais qui préconise d'encourager au moins, et peut-être même d'exiger, que les gens qui ont un conflit civil utilisent la médiation avant de recourir aux tribunaux. Si je peux parler d'un petit exemple personnel, j'ai déjà eu un conflit avec, quand j'avais une entreprise, j'ai déjà eu un conflit avec une autre entreprise en Ontario. Et puis, nos avocats ont discuté, puis à un moment donné... ça coûtait cher. Ça a commencé à coûter cher, justement, oui. Et là, on s'inquiétait. Et puis, à un moment donné, l'avocat ontarien a dit « Bon, ben j'en ai assez de ces discussions, je veux qu'on passe à l'étape suivante. » Et moi, j'étais sûr que l'étape suivante... C'était les tribunaux. C'était les tribunaux. Mais non, en Ontario, ça fait déjà 20 ans de ça. Ah, ouais. En Ontario, c'était obligatoire d'aller en médiation. Avant d'aller embourber les tribunaux. Et évidemment, dans une journée, le conflit a été réglé avec l'aide d'un médiateur accrédité de l'Ontario.
Ça fait toute une différence. D'ailleurs, vous avez fait mention tantôt de deux de vos collègues qui ne sont pas ici ce soir, dont Michel Rémiard et Claude Duval, que moi je connais bien dans le monde des affaires. Pour l'expérience dans l'entreprise. Québec électrique. Mais d'ailleurs, quand j'ai vu le visage de Claude sur votre photo, j'ai fait comme Claude Duval est médiateur, je ne savais pas. Qu'est-ce qui fait que Claude et Michel se sont joints à votre équipe? D'abord, il a participé à une formation en médiation récemment, ça ajoute une corde à son arc, mais aussi dans ses fonctions auprès de sa corporation professionnelle, il a eu à piloter, si je peux dire, parce que le mot médiateur n'était pas employé à ce moment-là, des conflits entre des entrepreneurs, entre un entrepreneur puis un client, entre un entrepreneur et un fournisseur, et toutes les situations qu'il a eues en main se sont soldées par une solution négociée, comme on dit. C'était donc de la médiation, même si ça n'emportait pas le nom. Oui, Mme Robichaud. Oui. Donc, aujourd'hui, les gens font appel à la médiation. Vous êtes dans le domaine quand même depuis quelques années. Là. Oui, moi, ça fait depuis 1986 que je pratique la médiation familiale. En quoi la médiation est différente aujourd'hui? D'abord, elle est beaucoup plus accessible. Les gens vous savez que 85 % des dossiers qui se règlent hors cours. Les dossiers qui sont inscrits au tribunal, il y a 85 % des dossiers qui se règlent par la négociation et la médiation. Seulement 15 % vont devant le tribunal et on s'aperçoit que même ce 15 % ce sont des enjeux humains. Ce sont des enjeux familiaux qui marquent les familles, que ce soit au niveau financier ou au niveau personnel. Alors, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus informés de l'existence d'une médiation et vont recourir davantage. C'est beaucoup plus accessible d'utiliser les services de médiation que ce l'était dans le passé. Madame Fortin, tantôt on parlait de conciliation familiale. On donnait l'exemple d'une petite fille qui est un peu prise entre deux feux à l'occasion d'une séparation. Mais la conciliation familiale, est-ce que c'est aussi pour, je ne sais pas moi, des conflits entre les membres d'une même famille pour une succession ou pour autre chose également? Parfois, on le sait, nos parents vieillissent et je ne sais pas, il faut prendre une décision à savoir est-ce qu'on doit ou non placer ses parents dans une institution. Et là, parfois, ça crée des conflits entre les enfants. Est-ce qu'on doit retirer ou non le permis de conduire? Bon, est-ce que ça aussi, ça s'inscrit dans la conciliation familiale? Ça pourrait être. Je pense qu'on l'utilise pas beaucoup dans ces situations-là encore, mais effectivement, c'est une bonne question parce que ça pourrait être quelque chose. Parce qu'on sait très bien que les gens qui ne s'assient, qui ne prennent pas le temps de se parler, de se communiquer, d'utiliser, d'apprendre à utiliser des moyens de communication non violents, par exemple, pour vraiment communiquer leurs besoins, communiquer leurs désirs. Souvent, on a tous des schèmes, des patterns, qu'on peut dire, d'agir ou de penser, puis qu'on pense que... Mais on réalise très rapidement qu'ils sont contre-productifs parce que, justement, ça continue à créer la résistance, des jugements, des blâmes, et ça nuit à la santé et à le système familial. Et puis, ça crée vraiment des grandes tensions. Comment un médiateur ou un conciliateur peut arriver à diriger une discussion, une médiation, sans prendre parti? Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, vous avez les deux parties, et là, il y a une des deux parties qui soumet une proposition que vous jugez totalement irrecevable ou loufoque. Là, vous intervenez comment, là, pour pas non plus donner l'impression que vous prenez la part d'un plutôt que la part de l'autre? Bien, comme disait Anna, dans la situation que vous avez posée, par exemple, d'une succession, c'est sûr que la famille bénéficierait, c'est sûr que ce serait une amélioration d'avoir une personne neutre et compétente pour les aider à prendre ces décisions délicates. Juste le fait qu'il y ait une personne neutre, ça vient d'améliorer le climat de la discussion. Deuxièmement, le médiateur est spécialiste en deux choses, si je peux dire. Il est spécialiste en communication et en résolution de problèmes. Alors, la première chose, comme Anna a souligné, c'est d'apporter une forme de communication constructive. Je me souviens... De soumettre des propositions, de suggérer... Comme une que je faisais la semaine passée, alors, à un moment donné, je dis à un, j'ai dit, pas de reproches, s'il vous plaît, des propositions. Alors, ça a changé le climat beaucoup, parce que les reproches, c'était le pain et le beurre. L'habitude. De l'habitude. L'habitude de ces Alors, déjà, on amène une communication constructive et ensuite,
on est des experts, si je peux dire, en résolution de conflits, en résolution de problèmes. C'est qu'on, par nos questions, on amène des façons différentes de voir les choses, on amène à considérer différentes solutions. Et comme l'exemple que vous demandez, si quelqu'un propose une solution qui a l'air irréaliste ou n'importe quoi, alors on peut demander à la personne, qu'est-ce qui vous amène à proposer ça? Quel avantage vous y voyez? Et puis, après ça, on peut demander à une autre personne, est-ce que vous avez une façon d'améliorer cette solution-là? On parle toujours d'aller de mieux en mieux. Madame Robitaille. Oui. En fait, pour bonifier l'exemple de Jacques, c'est que nous, on n'est pas là d'abord pour juger. On n'est vraiment pas là non plus pour imposer quelques solutions que ce soit. On met de l'emphase sur les capacités des parents ou en fait des personnes, des participants, sur leur capacité de trouver les solutions. Et c'est tout à fait différent même de leur faire des suggestions. À vous trois, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a malheureusement, mais vous pouvez aller sur www.médiation-solution.ca pour obtenir tous les détails. Solution avec un S. Avec un S, tout à fait. Ça prend plusieurs solutions. Oui, parce merci beaucoup. On est orienté solution. C'est bon ça. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Le CLSC vous offre une conférence intitulée « Comment vivre après un cancer ». C'est présenté au Centre des aînés à Chambly. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du conseil municipal. On est à la fin, il y aura une pause durant la campagne et on reviendra par la suite en novembre. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est à tous les dimanches matins à 9h30 au câble 9, en direct bien sûr. Et il y a une trentaine d'endroits dans la région pour acheter vos livrets de bingo. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Rendez-vous demain. Bye bye.